Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. On va maintenant débuter la formation. Désolée de ce petit retard, on a eu quelques soucis techniques, mais tout fonctionne maintenant, donc je vais débuter ce webinaire. Donc, mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre formateur pour aujourd'hui. Il s'agit de Ali. Oh, ton nom de famille, Ali, c'est quoi? Rachid. Ali Rachid, pardon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ali, il est originaire du Maroc. Il est arrivé au Canada en 2006, où il a validé son baccalauréat en droit, puis obtenu une maîtrise en gestion des ressources humaines de l'ENAP de Montréal. Ali a accumulé une expérience considérable en gestion des ressources humaines dans des entreprises commerciales. Présentement, il travaille pour la JEFA en tant que directeur du Centre albertain d'information juridique. Donc, Ali, je te passe la parole. Et bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion de conflits au milieu de travail. Tout d'abord, je tiens à remercier la CFA qui me donne cette opportunité de partager avec vous mes connaissances au sujet sur un sujet qui est vraiment qui fait beaucoup de débats, et il s'agit de la gestion de conflits au travail, parce que même les organismes qui misent énormément sur l'harmonie de l'équipe et qui préconisent un environnement sain au milieu de travail, il y a toujours des situations problématiques qui surgissent. D'où l'importance d'être bien outillé en tant que gestionnaire pour faire face aux situations conflictuelles au travail. Je vais passer à l'objectif de la formation d'aujourd'hui. Alors, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est on vise d'abord à bien comprendre c'est quoi le conflit au milieu de travail. Il s'agit d'analyser les conflits, de le définir, de savoir les causes et les solutions appropriées pour résoudre les situations conflictuelles. Au fur et à mesure, on va essayer de répondre aux questions suivantes. D'abord, quelle attitude les individus adoptent face aux situations conflictuelles au travail? Quelles sont les meilleures stratégies pour résoudre et bien gérer un conflit au travail? Comment gérer et maintenir un milieu de travail sain et convivial? Mais avant de répondre à ces questions, il est très important de bien comprendre le conflit. Ça veut dire on va le définir et on va analyser les causes ou bien les situations qui causent et qui augmentent la tension au milieu professionnel. Alors, qu'est-ce qu'un conflit? Le conflit, il y a deux acceptations. Le conflit trouve son origine dans le mot latin conflictus, qui signifie le choc ou la lutte, le combat. Cette définition fait référence à ce qu'on appelle le conflit destructif. La deuxième acceptation signifie la rencontre des sentiments d'intérêt contraires qui s'opposent. Au niveau professionnel, on peut définir le conflit comme étant une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui sortent à des idées ou à des opinions divergentes, où les attentes des uns ne sont pas nécessairement en parallèle avec les attentes des autres. Le fait de ne pas être d'accord avec des idées ne caractérise pas une situation conflictuelle. Il ne faut pas mêler un problème et un conflit. Les sources de conflit. Alors, il y a beaucoup des acteurs qui ont essayé d'analyser les sources de conflit. Mais personnellement, moi, je les classe selon deux grandes catégories. Il y a les sources qui sont liées au fonctionnement de l'organisation, ça veut dire à la mauvaise gestion de personnel ou de l'organisation, et les sources psychologiques qui sont liées aux personnes elles-mêmes. Les sources qui sont liées à l'organisation
Parce que l'organisation en général, il est gouverné, il est gouverné par des fonctions. Par des fonctions. Il y a la fonction de prévision, la fonction de l'organisation de travail, la coordination, la gestion des ressources humaines et financières, l'incompatibilité des objectifs et la communication. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement sur l'un de ces objectifs, cela peut créer des situations conflictuelles. D'abord, la prévision. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement concernant la fonction de prévision, cela se traduit par une absence de diagnostic portant sur les réalisations de l'organisation. Alors, il n'y a pas des diagnostics portant sur la réalisation de l'organisation, l'absence des objectifs clairs. Les objectifs sont ambigus, ne sont pas clairs. L'absence des indicateurs des mesures de rendement et de rendement de performance individuelle et collective. Ça, c'est ce qui concerne la prévision. En ce qui concerne l'organisation de travail. L'organisation de travail concerne cette fonction lorsqu'il y a des problèmes concernant la gestion de travail, cause des situations conflictuelles, surtout lorsqu'il y a une mauvaise définition des tâches ou lorsqu'il y a une interdépendance des tâches. Ça veut dire lorsque le travail de l'un dépend du travail de l'autre. La coordination, la fonction de la coordination signifie l'absence de valorisation des efforts, des résultats obtenus. Lorsqu'on ne valorise pas le travail de nos personnels, ça peut créer aussi des situations conflictuelles. L'absence de l'information concertée. Alors, en analysant ces causes, on peut prévenir des situations conflictuelles. Il y a aussi le dysfonctionnement concernant le contrôle. Le contrôle, ça veut dire lorsqu'il y a une absence de suivi de résultats. La rareté des ressources financières et humaines peut amener à des situations conflictuelles. Situation, par exemple, lorsqu'il y a des déficits financiers ou il y a des manques de personnel, ça peut créer de conflits au travail. Par exemple, le souci ou bien lorsque l'organisme se prépare à supprimer des postes faute des ressources financières, ça crée la compétitivité entre les collaborateurs ou bien les membres de l'équipe et ça amène à des situations conflictuelles. L'incompatibilité des objectifs, lorsque les objectifs des membres de personnel ne vont pas en parallèle avec les unités de travail. Et enfin, le dysfonctionnement concernant la communication. Alors, il y en a ainsi lorsque la culture de l'organisation encourage le travail individuel avec des bureaux fermés et lorsque les gestionnaires ne multiplient pas les réunions. Alors, les réunions et le partage de l'information, ce sont vraiment des outils pour prévenir les situations conflictuelles. Alors, en ce qui concerne les ressources, les sources de conflits liées au fonctionnement de l'organisation, ils peuvent être contrôlés, ils peuvent être maîtrisés par les gestionnaires de l'organisation puisqu'ils sont inhérents à l'organisation. Par contre, les sources psychologiques qui sont liées aux personnes, ce sont des sources qui sont à l'extérieur de l'organisation. Les conflits peuvent porter leur source sur la personnalité de l'individu. Soyons honnêtes, quand on passe, par exemple, 8 heures de travail avec les mêmes collègues, ce n'est pas vraiment leur formation ou leurs compétences qui va déterminer la relation qu'on va enchaîner avec cette personne, mais c'est surtout leur personnalité. Ces causes psychologiques ont des origines diverses et trouvent souvent leur source à l'extérieur de l'organisation. Ils se matérialisent par la violence, l'angoisse, la dépression, l'agressivité. Ils ont un point commun qui est la durée assez longue et leurs effets.
En présence de telles ressources, il est difficile pour l'entreprise de prévenir de les maîtriser. C'est difficile de maîtriser parce qu'ils dépendent des personnes et non pas de l'organisation. Ces situations se terminent malheureusement souvent par la mise à l'écart de l'employé ou par la démission ou le licenciement de collaborateurs. Maintenant, toujours pour mieux comprendre c'est quoi un conflit, il y a beaucoup de types de conflits. Alors moi, je me suis limité à 1, 2, 3, 4, 5, à 6 ou 7 types de conflits qui sont les plus fréquents. Le conflit, il y a d'abord ce qu'on appelle le conflit organisationnel. Le conflit organisationnel dépend des inégalités de l'organigramme de l'organisation entre le superviseur et le subordonné. Le conflit de concurrence ou de rivalité, il y a lorsque la compagnie adopte, par exemple, une culture de concurrence entre ses employés, ça peut créer des conflits entre les deux collègues qui travaillent sur les mêmes projets. Le conflit mimétique surgit d'une situation d'apprentissage. Si la compagnie vient d'engager un nouveau employé ou bien un stagiaire ou bien un apprenti et que celui-ci dépasse, donne ses connaissances et son savoir-faire son superviseur, ça crée avec le temps une situation conflictuelle entre le subordonné, entre le superviseur et le subordonné. Le malentendu, c'est le plus fréquent des conflits, mais heureusement le plus facile à résoudre. Il résulte toujours d'une erreur d'interprétation. Il trouve sa source dans une malinterprétation des points de vue. Conflit de pouvoir. Le conflit de pouvoir se pose lorsqu'une partie désire maintenir ou maximiser l'influence sur l'autre partie au sein d'un processus décisionnel. Il y a aussi le conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, il surgit lorsqu'il y a une incompatibilité de préférences, de pratiques ou de principes auxquels croient les antagonistes, bien les personnes, par exemple, la différence par rapport à la religion, par rapport à la politique, par rapport à l'éthique. Les conflits interpersonnels se produisent lorsque deux personnes, dans le cadre d'une relation, ont des besoins, des buts ou des approches incompatibles. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est les types de conflits. En général, il y a deux types de conflits. On peut regrouper tous ces types de conflits dans deux catégories, conflits constructifs et conflits destructifs. Le conflit constructif, je commence par le conflit destructif, qui se produit lorsque deux personnes s'engagent dans des actions et des comportements qui entraînent un antagonisme accru ou au lieu de résoudre le conflit. C'est le cas, par exemple, lorsque deux personnes ou bien deux collègues commencent à faire des attaques l'un à l'autre, des attaques verbales et utilisent des gestes menaçants. Alors, le conflit deviendra destructif. Le conflit constructif, en revanche, se produit lorsque les protagonistes expriment leur désaccord sans hostilité. Il y a une intention de trouver une solution à la situation. Maintenant, quelles sont les attitudes que les individus adoptent face à une situation conflictuelle? Il y a, selon Thomas Hickelman, il y a deux attitudes. Il y a la sévérité, c'est une attitude selon laquelle les comportements d'une personne visent à satisfaire ses propres intérêts. Cette dimension est également liée à l'atteinte des objectifs personnels. Alors,
la sévérité signifie que la personne met l'accent sur ses intérêts personnels plutôt que sur les intérêts de l'organisation ou de l'organisation. La serviabilité, par contre, l'attitude, c'est une attitude selon laquelle les comportements d'une personne visent à satisfaire les intérêts d'une personne. C'est une dimension qui suppose un souci de relation. Alors, de ces deux définitions, bien de ces deux attitudes découlent un certain nombre de comportements ou bien d'attitudes de l'individu face à une situation conflictuelle. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'évitement. Lorsque la personne ignore le conflit ou fait semblant de l'ignorer. Il y a la dignation lorsque la personne, par exemple, il se peut qu'elle nie les effets. Il y a la manipulation. La personne tente parfois à séduire ou à faire culpabiliser l'autre partie. Il y a la collaboration. La collaboration, c'est une approche non violente. La collaboration ou le compromis. La soumission, la personne s'accommode à la situation. La confrontation par une réponse. La confrontation par une réponse, ça veut dire que la personne trouve par une réponse autoritaire ou oppressive, c'est une réaction qui est vraiment agressive. Et enfin, la démission qui se reflète lorsque la personne démissionne, et c'est la fuite de la situation. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous avez des questions? Ok. Alors, je passe à la résolution, bien les stratégies pour résoudre les conflits au milieu organisationnel. Il y a plusieurs modalités qui peuvent être utilisées pour dépasser des situations conflictuelles. Il existe différentes méthodes. Alors, le choix doit être effectué en fonction de l'importance du conflit et de la volonté de résolution des acteurs. D'abord, il y a le recours hiérarchique. Le recours hiérarchique, il permet de résoudre le problème rapidement, mais sans discussion. Alors, les deux parties n'ont pas l'occasion de discuter ou bien d'échanger de conflit. On fait appel à un superviseur qui va trancher la situation conflictuelle d'une façon autoritaire et définitive. Ce type de résolution de conflit est nécessaire seulement dans les situations d'urgence, mais il pose un problème de durée et de l'effet, puisqu'il impose une situation sans résoudre le problème. On débouche alors souvent sur un conflit latent, ce qu'on appelle un conflit latent. Par contre, l'arbitrage et la médiation supposent la volonté des protagonistes à résoudre le problème. D'abord, dans l'arbitrage, les parties vont choisir un arbitre qui va lui-même choisir un troisième arbitre, mais dans ce cas, les parties sont impliquées dans la résolution de conflits. Mais la différence entre l'arbitrage et la médiation, c'est que l'arbitre va prendre le conflit en main. Ça veut dire qu'il va adopter le conflit. Néanmoins, cette solution nécessite que le conflit ne soit pas trop avancé. La différence entre l'arbitrage et la médiation, c'est que le médiateur est une personne qui est toujours neutre, mais qui est un relais. Son rôle, c'est seulement de faciliter la discussion et la guider la conversation et la provoquer. Toujours dans les stratégies de résolution de conflits, il y a la négociation. La négociation, c'est la prise en charge de conflits. Alors ici, on n'a pas besoin ni d'un arbitre, ni d'un médiateur. C'est la volonté des deux parties qui essayent de résoudre la situation conflictuelle par elle-même.
Il y a deux types de négociations, les négociations conflictuelles gagnant-perdant. La négociation conflictuelle existe lorsque les intérêts semblent totalement opposés et divergés. Alors, il y a une partie qui gagne et une partie qui perd. La négociation gagnant-gagnant, c'est le mode de résolution de conflit le plus favorisé et suppose une adhésion commune à une solution satisfaisante pour les deux parties. En tant que gestionnaire, si on est impliqué pour résoudre un problème conflictuel, il faut adopter les principes de base. Les principes de base qui sont la neutralité, le désir de règlement de la situation et l'utilisation des faits. La neutralité, en tant que gestionnaire, la neutralité suppose qu'on ne va pas prendre parti de conflit. Il ne faut pas juger ce qui a tort et ce qui a raison, mais bien comprendre ce qui sépare. C'est quoi le problème? C'est qui sépare les parties. Le désir de règlement de conflit, une résolution conflit efficace doit reposer sur la recherche d'une solution et non sur le fait de vouloir se débarrasser de problèmes. Troisièmement, l'utilisation des faits. L'utilisation des faits, ça veut dire qu'on doit rester très, très objectif. On doit mener les discussions d'une façon objective au lieu de laisser trop de place aux émotions. Maintenant, comme je vais conclure avec ça, et c'est là comment prévenir les conflits au travail. Alors, juste pour résumer, une meilleure compréhension de conflits de travail, ça veut dire si on peut savoir les causes de conflits comme il faut, et comprendre les attitudes des personnes lors d'une situation conflictuelle, on peut vraiment éviter le conflit au travail et le prévenir. Mais il y a aussi, si on vise pour les organismes les bien structurés qui visent des objectifs à long terme, ils peuvent aussi former leur personnel au fonctionnement humain. Il y a des organismes qui font appel à des compagnies de consulting companies, des compagnies de consultation qui donnent des formations à leurs membres sur le contrôle de soi et sur la compréhension de l'autre. Alors, cela peut vraiment prévenir le problème à long terme, surtout si on donne cette formation 1 ou 2 fois par année, ou lorsqu'on a des nouveaux employés qui rentrent, qui joignent l'équipe de travail. La deuxième façon, c'est d'extirper le problème à la racine. Alors, le gestionnaire ou le manager doit être très attentif à tout changement de comportement d'un collaborateur. Il doit toujours pratiquer une écoute active et favoriser la discussion de groupe lors des pauses. Cette discussion va permettre aux employés ou bien aux acteurs du conflit d'extérioriser les éventuelles incompréhensions et les petites tensions. Mais parmi les solutions pratiques qui sont suggérées, la boîte à suggestions. La boîte à suggestions, c'est très simple, c'est juste mettre une boîte où les employés peuvent faire leurs remarques et leurs critiques et dont le gestionnaire doit les prendre en compte. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on a une première question. La personne veut savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils ou mécanismes au sein d'une organisation pour régler les conflits le plus rapidement possible. Comment mettre en place des outils ou mécanismes au sein d'une organisation
qui vise à régler des conflits le plus rapidement possible? Alors, il faut, à mon avis, il faut adopter une politique de gestion de conflits au sein de l'organisme. Pour l'adopter, il faut vraiment faire ça dans le manuel des employés pour expliquer les solutions adoptées par l'organisme de résolution de conflits et de clarifier les objectifs de l'organisation. Ça, c'est une façon qui a été adoptée par plusieurs organismes, surtout les multinationales. Il y a des processus par exemple, en situation conflictuelle, qu'est-ce que l'employé doit faire pour que le problème ne soit pas propagé plus loin. D'accord. Une autre question que nous avons, s'il existe un conflit entre un employé et la direction, à quelle partie l'employé devrait-il s'adresser? À quelle partie l'employé devrait-il s'adresser? OK. Ça, c'est un conflit c'est un conflit, ce qu'on appelle le conflit organisationnel qui relie la hiérarchie, qui est relié à la hiérarchie. Alors, je pense que d'abord le gestionnaire doit comprendre d'abord les comportements de son collaborateur. Alors, si le gestionnaire adopte à l'avance une politique de l'évitement des situations conflictuelles, on ne va pas arriver à ce point-ci. Mais c'est toujours la négociation qui est favorisée. Il faut toujours s'asseoir. Moi, je préfère toujours la négociation. La négociation, ça veut dire que la personne peut, par exemple, approcher son superviseur immédiat pour trouver des points, pour comprendre le problème et non pas prendre le conflit comme personnel. D'accord. Et quelles sont les démarches à suivre pour les employés qui sont en conflit? Par exemple, tenir un journal de bord, etc. Quelles sont les démarches? Les démarches à suivre. Parce que la voix, ça me revient. Pardon. Les démarches à suivre pour les employés qui sont en conflit. Par exemple, tenir un journal de bord ou. OK. Pour les employés qui sont en situation conflictuelle, ça dépend avec qui on a le conflit. Alors, si le conflit est entre collègues, on a présenté les situations de les résoudre. Alors, si les deux collègues sont ouverts à résoudre le problème par eux-mêmes, ils peuvent faire soit la médiation, soit la négociation ou l'arbitrage. Ils peuvent nommer, par exemple, un arbitre qui va résoudre le problème entre eux. Mais lorsque le problème est lié entre un superviseur et un subordonné, c'est là où les situations sont un peu compliquées puisque les liens de pouvoir au sein de l'organisme ne sont pas égaux. Alors, dans ce cas, le superviseur ou bien le gestionnaire est toujours en position je sais pas dire force ou bien de position qui veut imposer la solution. Et c'est ça ce que les gestionnaires doivent vraiment éviter, c'est de ne pas imposer des solutions, mais c'est de trouver une résolution au conflit. Okay. Et si un conflit ou congédiement finit en démission ou congédiement, pardon, est-ce qu'il existe des recours juridiques pour l'employé? Alors, pour les situations qui se terminent par des congédiements, en Alberta, les recours ça dépend de la raison de la fin de l'emploi. Si la fin de l'emploi a été causée par exemple, une situation de discrimination liée à la race ou bien à la religion ou à l'orientation sexuelle, le recours c'est auprès de la Commission des droits de l'homme. Si il y a un licenciement abusif, ça veut dire que si juste on veut se débarrasser de cet employé, l'employé peut, par exemple, faire une demande à Employment Standard ou bien à la Cour provinciale.
Ça dépend de la raison de la fin de l'emploi. C'est la raison de la fin de l'emploi qui va déterminer le recours de l'employé. Euh, mais avant d'arriver avant de congédier un employé, ça veut dire, je ne sais pas si les gestionnaires doivent vraiment adopter un processus graduel. Si on a expéré tous les recours à l'interne, si par exemple la médiation, l'arbitrage, les négociations n'ont pas donné de résultats, le processus le plus approprié pour un gestionnaire ou bien la personne qui décide de l'organisation, c'est d'abord de donner un avis verbal. Après l'avis verbal, on peut donner un avis écrit. Après l'avis écrit, il faut peut-être faire un arrêt avec suspension de salaire. Et à ce moment, et à la fin, lorsqu'on ne trouve pas aucune autre solution, c'est le congédiement. Alors, la Cour ou bien les instances administratives qui tranchent dans les situations de congédiement vont voir est-ce que l'employeur a respecté toutes ces démarches ou pas. Et l'employeur ou bien la personne de son côté, la personne congédiée de son côté, s'il était victime d'une situation de discrimination ou si l'employeur n'a pas payé ses droits de vacances ou bien son salaire, il y a toujours des recours, comme j'ai expliqué, auprès de Employment Standard ou bien auprès de la Commission des droits de l'homme, ou si on veut passer d'instance administrative, on peut tout simplement aller à la cour provinciale pour congédiement abusif ou congédiement, ça veut dire, c'est ça. OK, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Ali? D'accord. Si, par exemple, on décide d'aller en médiation lors d'un conflit professionnel, qui est-ce qu'on devrait sélectionner comme médiateur? Parce que pour l'arbitrage, ce sera un processus différent, mais la médiation, il y a une certaine subjectivité quant au choix de la personne. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'externe à l'organisme ou est-ce que c'est, si on n'a pas de personne aux ressources humaines? Alors ça, c'est le choix des personnes qui sont impliquées dans le conflit. Okay. Parce que si le médiateur, il doit être une personne de confiance des deux parties. La première personne, il peut prendre l'initiative et approcher le médiateur pour lui expliquer la situation conflictuelle. Et le médiateur, de son côté, il va appeler l'autre partie, mais son rôle reste toujours, il ne va pas prendre le conflit en main, il ne va pas défendre une partie ou bien même il va juste faciliter la négociation ou faciliter pas la négociation mais les échanges entre les deux personnes et ça se peut que les personnes vont recourir à des médiateurs externes ou des médiateurs ou bien même un collègue auquel on fait confiance, il peut jouer le rôle de médiateur. OK. Parfait. Parce que dans la médiation, la décision, bien l'entente qui va en découler n'est pas vraiment une entente qui est formelle ou qui va engager les parties plus tard à respecter, puisqu'il relève de la volonté des parties d'arriver à la solution. Donc, ça doit être approuvé par les deux parties. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, aucune. D'accord. Donc, si on n'a pas d'autres questions, merci beaucoup, Ali. Merci à vous tous qui avez participé. J'espère que cette formation a été utile et pertinente pour vous. Je vais maintenant mettre fin à la réunion, mais cette formation sera disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube de la CFA au courant des prochains jours. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.